Et c'est vrai que ce côté pour les femmes, parce qu'en fait, j'ai trouvé que, par exemple, mon conjoint n'avait pas du tout vécu l'arrivée des enfants comme moi, en fait. Ça s'est pas du tout répercuté dans sa vie professionnelle, que moi, complètement, en fait. Forcément, c'était pas du tout pareil pour, euh, pour trouver cet équilibre. Et du coup, je me suis dit, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à proposer aux femmes. Mais c'est vraiment parti aussi du vécu, en fait. Une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des fois aussi beaucoup de mamans qui peuvent être beaucoup dans l'analyse, pourquoi je vis ceci, et qui redescendent jamais dans leur corps, en fait. Ouais. Et de aussi leur proposer des outils pour, à un moment donné, dire, là, on prend un temps Mm. par la respiration, le yoga ou par le FT qui aide beaucoup. Et puis après, je me suis formée au soin rituel Rebozo. Bienvenue à toi, Pauline. Bienvenue à toi, je suis hyper contente de te recevoir. C'est hyper émouvant de voir ton évolution, on va en parler tout à l'heure. Comment tu vas déjà avant de commencer? Salut Charlotte, bon, moi aussi je suis très contente d'être là. Je vais très très bien, donc ça me fait plaisir de prendre le temps d'être avec toi cet après-midi. Super. On a très envie de parler toutes les deux à toutes les infirmières et infirmiers qui nous écoutent de tout ton cheminement, Pauline, que tu as eu dans ta reconversion et aussi ton métier actuel, donc ce beau métier de doula que tu vas nous décrire un peu tout à l'heure. Est-ce que tu veux, pour commencer déjà, parler un petit peu de ton cheminement, le cheminement que tu as eu d'infirmière à l'hôpital à maintenant, donc qui a été assez long, mais voilà, est-ce que tu peux décrire un petit peu les grandes lignes finalement de ton parcours? Bah oui, bien sûr. Alors moi, j'ai directement après un bac S été orientée vers infirmière. Donc j'ai fait mes études et en sortant, j'ai été tout de suite pris dans un poste à l'hôpital au CHR. Et j'ai travaillé dans plusieurs services. C'était mon souhait en fait d'être dans le pool. Et donc voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs années. Entre deux, j'ai coupé avec une année de dispo pour voyager en Australie. Et quand je suis revenue, j'ai fait du libéral. Voilà, après j'ai eu mes enfants et il y a eu un avant et après la naissance de mes enfants, où après la naissance de mon aîné, c'était très très difficile. J'avais beaucoup de mal en fait à lier la vie de maman et la vie professionnelle. On me demandait d'être comme avant, faire comme si j'avais pas d'enfants, et pour moi c'était beaucoup trop de prendre soin des autres à la maison et au travail. J'avais plus d'espace pour moi et je me suis oubliée. J'ai eu un burn-out 6 mois après la reprise. Donc voilà, ça m'a fait faire un bilan de compétences qui n'a pas été vraiment probant, et j'ai continué dans un autre service. Du coup, j'ai postulé dans un autre service. Et j'ai eu mon deuxième enfant, ma fille. Et là, ça a été un peu plus long, mais 12 mois après la reprise, j'ai de nouveau fait un burn-out. J'étais toujours au CH. Euh, et là, par contre, ça a été beaucoup plus difficile et je me suis dit jamais plus je remettrai les pieds à l'hôpital. Donc là, ça a été une période de long arrêt maladie. Et pendant cette période-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'étais complètement paumée. Je savais ce que je voulais plus, mais je ne savais pas dans quoi j'allais évoluer. J'avais plein d'idées. Mais voilà. Et donc, j'ai rencontré le coaching de Charlotte K. Donc, c'était au tout début de Charlotte K, il y a presque 2 ans maintenant. Et ça m'a permis en fait déjà de faire un travail sur moi. Et en parallèle, j'étais suivie aussi par une psychologue pour m'aider aussi à aller mieux. Et de vraiment comprendre qu'est-ce que moi j'avais besoin dans mon travail en fait. Mes valeurs, qu'est-ce qu'il fallait vraiment, les valeurs qui soient respectées en fait, ne plus marcher sur ça. Et du coup, trouver des idées qui me permettraient d'être épanouie et de mieux respecter aussi ma vie perso, du coup, et de trouver cet équilibre. Et du coup, j'avais plein d'idées au tout début du programme Charlotte K. Et tout doucement, ça a permis de, de faire l'entonnoir, en fait, et de cibler. Et du coup, j'avais déjà entendu parler du métier de doula, mais je me l'autorisais pas en fait. Je me disais mais non, voilà, c'est pas du tout reconnu. Donc voilà, ça m'a mis un certain temps en fait pour me dire qu'en fait si c'était fait pour moi. Et moi, ce qui revenait beaucoup dans les besoins euh, que j'avais dans mes valeurs, c'était vraiment l'écoute qui soit vraiment au centre. C'est ce qui m'avait perdu en fait dans mon métier, de plus avoir le temps d'écouter, de prendre le temps avec les gens. Et du coup, voilà. Par contre, c'est vrai que c'était pas du tout quand j'ai découvert le métier de doula.
l'écoute active, tout compte fait, on le fait à l'hôpital, mais en ayant cette casquette d'infirmier, on fait beaucoup d'éducation, on donne beaucoup d'informations aussi aux patients. On est le sachant, entre guillemets. Du coup, il y avait une posture différente. Et quand j'ai découvert qu'avec le métier de doula, on était vraiment même hauteur avec la femme qu'on accompagne, la famille qu'on accompagne, et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Juste respecter, être à l'écoute. Et en fait, c'est ce savoir-être. C'est assez dingue aussi de se dire qu'avec notre posture de doula, on permet aux gens de trouver eux-mêmes leurs réponses, en fait, et de ne pas nous leur mettre les informations qui ne seraient pas forcément les leurs. Et du coup, ça donne ce côté d'empuissancement de la personne, et puis surtout ce côté d'autonomie, en fait. Moi, j'avais besoin aussi que les gens ne soient pas dépendants de nous, qu'ils retrouvent leur autonomie et leur propre choix, leur propre chemin. Et ce qui Donc, voilà. ressortait beaucoup de ton accompagnement, je me rappelle, c'était l'accompagnement des femmes. Ça touchait beaucoup, en fait, les femmes, les jeunes mamans. C'était beaucoup ça qui ressortait. Après, je pense aussi par rapport à ton parcours personnel, mais souvent c'est ça, hein, souvent c'est ce qui nous touche, nous, personnellement, qu'on a envie de retranscrire après dans le pro. Et c'est vrai que du coup, tu avais cheminé par rapport à ça avec plein d'idées incroyables pour prendre soin des femmes et notamment des jeunes mamans, enfin des futures et très jeunes mamans. Et ça, du coup, tes doulas est arrivé petit à petit, en fait, finalement, dans ton cheminement. C'est ça. Qu'est-ce Je me qui suis autorisée à voir le métier de doula parce que je pense qu'il y avait ce côté, non, je suis infirmière, c'est reconnu, et du coup, je ne vais pas partir dans quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc, je me fermais des portes, mais en fait, ça restait quand même toujours très, très... voilà, ça m'attirait quand même beaucoup. Et c'est vrai que ce côté pour les femmes, parce qu'en fait, j'ai trouvé que, par exemple, mon conjoint n'avait pas du tout vécu l'arrivée des enfants comme moi. En fait, ça ne s'est pas du tout répercuté dans sa vie professionnelle que moi, complètement, en fait. Forcément, c'était pas du tout pareil pour, pour trouver cet équilibre. Et du coup, je me suis dit, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à proposer aux femmes. Et puis ce décalage entre la grossesse, où on est quand même hyper accompagné, et après, il n'y a plus rien du tout. Enfin, du coup, pour moi aussi, je trouve qu'il y avait un gros manque et j'avais besoin aussi de proposer quelque chose, quoi. C'est canon. Et comment justement tu as passé ce cap-là, le cap de tiens, c'est pas un métier reconnu, donc du coup, c'est pas pour moi, à en fait, j'assume de faire un métier qui n'est pas reconnu euh, pleinement, en tout cas par tout le monde, hein. Comment tu as passé ce cap-là du coup? Mais je pense que j'avais été tellement mal dans mon métier par moment où en fait, je me rendais compte qu'il y avait un décalage. On faisait de l'éducation. Enfin, j'avais toute jeune infirmière, on fait des fois de l'éducation à des patients qui vivent avec des maladies chroniques depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Et je me sentais déjà un peu mal, en fait, des fois, de venir donner des conseils, voilà, cette posture un peu de sachante. Je me sentais vraiment pas à l'aise par rapport à ça. Et du coup, je ressentais tout de suite que voilà, je portais pas toujours le discours qu'on me demandait en fait de la part des médecins ou de l'encadrement, parce que je me disais mais non, mais la personne elle sait beaucoup mieux que moi. En fait, il y avait des choses en fait souvent qu'elle comprenait mieux, et puis c'était pas du tout personnalisé en fait. Chaque personne elle a une vie différente, elle a un environnement différent, un métier, et tout ça, ça joue en fait sur sa pathologie, et on n'en prenait pas du tout. On ne le prenait pas du tout en considération, et ça, pareil, ça me gênait beaucoup. Quand j'ai découvert le métier de doula, je trouvais que c'était ça qui était très beau et qui respectait enfin, moi, cette notion de personnaliser les choses, que chaque personne avait le droit de vivre de la manière dont elle a besoin. Et c'est vrai que c'est tout un travail sur soi de se dire, bon, moi, j'idéalise telle manière pour nourrir mon enfant, pour accompagner mon enfant, mais on a tous des limites, et puis du coup, c'est juste de se dire, bah voilà, là, ça c'est les informations, mais surtout, c'est quoi tes limites à toi, et comment je pourrais respecter, en fait, je pourrais me respecter, en fait, en faisant ces choix-là, quoi. Comment du coup tu décrirais là le métier de doula justement? Comment tu décrirais à quelqu'un qui nous écoute là, qui dit bah ouais, j'aimerais bien travailler avec les bébés, avec les jeunes mamans, dans le cadre d'une grossesse notamment, mais quel angle je vais choisir justement pour être dans ce domaine-là? Est-ce que ça va être APP, est-ce que ça va être doula, est-ce que ça va être auxiliaire puère, infirmière puère même, tu vois, comment est-ce que tu décrirais le métier de doula finalement? Mais le métier de doula, c'est complémentaire parce que c'est non médical. Donc, en fait, il faut enlever sa casquette de je sais les pathologies, je sais ceci, cela.
Moi, ça m'aide bien sûr pour trouver mes limites, mais j'ai dû déconstruire plein de choses aussi parce qu'on a un peu des automatismes en tant que soignant, voilà, de protocoles et tout ça. Mais du coup, cette longue période d'arrêt maladie aussi, ça m'a permis aussi de prendre du recul et de déconstruire des choses aussi parce que du coup, en tant que doula, on est vraiment là pour accompagner la personne et comme je disais, en fait, de donner peut-être parfois de l'information toujours à sa demande parce qu'en fait, le cœur de notre métier, c'est vraiment d'être à l'écoute. Quand on propose un accompagnement, on ne sait pas forcément les sujets qu'on va aborder. Enfin, en tout cas, moi, je ne propose pas de thème particulier, c'est vraiment en fonction. Et puis, je pense qu'une heure avant, si j'étais arrivée une heure avant, ça aurait peut-être été un autre sujet. Et c'est vraiment, en fait, on est dans le moment présent. On stoppe un petit peu ce rythme qui peut être un petit peu fou quand on devient parent pour se recentrer, en fait, et être écouté. Et du coup, c'est vraiment selon les demandes des parents. Parce que du coup, je ne viens pas coller des informations comme ça sera vraiment quand la personne demande, en fait. Et comment ça se passe justement, par exemple, là, tu as une jeune maman qui est enceinte de 6 mois, par exemple, et qui voudrait accompagner. Est-ce qu'elle te demande un peu à la carte, entre guillemets, là, comment je gère l'arrivée du bébé? Ou est-ce que tu fais des accompagnements où tu dis, bah voilà, on part sur 6 mois? Ou est-ce que tu dis, bah, on commence une séance et au fur et à mesure, on va voir comment ça se passe justement, tes accompagnements, tes prises en charge? Alors bah, moi, ce que je propose, c'est vraiment, pour l'instant, c'est à la séance, mais je me suis rendu compte que des forfaits, ça peut être intéressant aussi. Alors en particulier dans le postpartum, parce qu'en fait, on est un peu pris dans le rythme, on ne se rend pas compte, les semaines passent très vite et on attend des fois d'être un peu dans le mal pour se dire: «Ah oui, je vais rappeler ma doula» et du coup, c'est pour ça que je propose ça, pour essayer de proposer un peu un plan, de dire on passe 2 fois par semaine ou si tu as besoin d'une fois. Est-ce que le papa sera présent ou pas en postnatal? Ou est-ce que justement, comme il n'est pas là, est-ce que c'est vraiment intéressant que je vienne? Et puis des fois, même si le papa est là, c'est, intéressant aussi, hein, d'avoir une figure féminine et puis des fois, il y a des choses qu'on va pas forcément confier à son conjoint. Et c'est vrai que la doula, du coup, elle est là, parfois j'ai eu les réflexions, mais moi j'ai de la famille, je suis accompagnée, et en fait, c'est toujours un peu, cette différence, c'est que la famille, ben, on a notre histoire avec notre famille, on a des affects, des émotions, et du coup, on n'ose peut-être pas se montrer vulnérable, déposer des choses qui pourraient, parce qu'on mettrait, on y mettrait avec des pincettes, en fait, et du coup, ça ne nous permettrait pas de nous déposer entièrement, de façon authentique, en fait. C'est ça aussi, arriver à créer un peu une ambiance aussi, de sécurité auprès de la femme pour qu'elle puisse se sentir complètement elle, en fait. Accepter d'être comme elle est, de vivre ce qu'elle vit là aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qui est important. Et comment justement la femme, ou même peut-être l'homme, a l'élément déclencheur pour faire appel à toi? Est-ce que ça vient je sais pas, j'arrive pas dans mon allaitement, ou je suis crevée, ou j'ai besoin de conseils sur le sommeil, ou toi, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait qu'elle t'appelle, qu'elle te contacte, et là, du coup, vous fixez ensemble une séance, un peu comme ça que ça se passe? Bah, alors, en prénatal, c'est par exemple des demandes de parents qui disent, bah voilà, franchement, souvent, c'est quand même quand il y a eu un premier bébé où il y a eu des difficultés, parce que D'accord. c'était pas, enfin, en tout cas, c'était pas encore très connu. Ouais. J'espère que ça va être beaucoup plus présent pour des primipares, enfin pour des premiers bébés, parce que c'est hyper important en fait, et de pas attendre d'avoir vécu des choses difficiles, de se sentir seule pour pouvoir être accompagnée. Mais souvent, c'est ça, ça a été difficile pour un premier, donc du coup, pour un deuxième, on anticipe et on prépare beaucoup plus son postpartum, en tout cas, cette matrescence qui se passe dans les premières semaines, premiers mois après la naissance. Et en prénatal, bah, des fois, ça peut être sur des difficultés, hein, sur des besoins en fait, d'exprimer des choses et puis du coup de se sentir beaucoup plus libéré aussi Mm. pour la naissance, pour ce qui va se passer après. Il y a aussi beaucoup, enfin moi j'aime bien proposer beaucoup d'accompagnement émotionnel en fait, parce qu'on est beaucoup à vivre des choses assez chamboulant aussi notre système hormonal pendant la grossesse et puis même pendant le postpartum. Et en tout cas, moi, pour ma part, ça m'a éveillée à apprendre un peu plus à me connecter à mes émotions et de les accueillir, en fait, de pas forcément rester dans, dans quelque chose de tenir, par exemple, se dire: «Ah non, la colère, il faut vraiment pas que je sois en colère». Bah, en fait, de me dire: «Qu'est-ce que ça va venir me montrer à moi?» en fait, par exemple, quand j'ai un moment
Mmh. où je peux exprimer la colère ou alors la tristesse aussi, les larmes, de se dire: «Bah non, voilà, je suis déprimée, bah non, tout ça c'est OK et en fait, ça vient montrer plutôt quelque chose et qu'est-ce que je peux faire pour le traverser sans être mal?» Parce que voilà, c'est jamais très agréable forcément, mais ça montre quelque chose et c'est OK. Mmh. Mmh. Et j'ai vu que tu faisais aussi des repas que tu préparais pour les mamans. Tu fais plein de choses en fait autour de, enfin, c'est pas que de l'écoute, finalement, tu as aussi beaucoup de prestations, je sais pas comment tu appelles ça, mais autour de la parentalité, finalement, tu proposes aussi pas mal de choses. Finalement, quelles sont toutes les toutes les choses que tu proposes pour la jeune maman, par exemple? Alors ça justement, c'est vraiment hyper, dépendant à chaque doula, selon nos affinités. C'est ce Mmh. que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dans le programme Charlotte-K, j'avais vraiment, été attirée par doula aussi parce que j'avais, ben, un peu détecté que j'étais multipotentielle. C'est-à-dire qu'il y avait plein de domaines que j'aimais bien et c'était difficile pour moi de choisir Ouais. plus l'un que l'autre et en tant que doula, on peut permettre en fait ça et j'aime bien justement ce côté prise en charge holistique, proposer des choses qui accompagnent, le bien-être mental, quelque chose qui accompagne plutôt le corps, et du coup, c'est hyper, adapté en tout cas pour moi. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui est alimentation. Mmh. Je pense déjà par ma formation, forcément, ça nous crée un équilibre d'être en santé et de ne pas attendre d'être malade. Et donc, du coup, dans le postpartum en particulier, bah, il y a toute cette récupération après. Et quand on optimise bah, son alimentation, ça permet quand même d'être plus vite équilibré, voilà, de trouver un bien-être général. Donc voilà, l'alimentation, je me suis formée du coup à la micronutrition parce qu'il y a quand même beaucoup de carences aussi, notamment bah, l'allaitement, en fait, ça engendre en fait quand même beaucoup de dépenses énergétiques en plus. Au moment où en fait on mange un peu moins bien, on prend moins le temps pour soi de se préparer des choses. Et c'est là que m'est venue l'idée en fait de proposer des repas parce que je me suis dit, en fait, préparer à manger, c'est une charge mentale de qu'est-ce que je vais manger, je veux manger bien. Et encore une fois, c'est venu un peu de mon expérience personnelle aussi, où du coup, ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie, que du coup, c'était pas pour mon bébé ou pour moi, en fait. Et donc, du coup, je propose ceci. Et je me suis formée aussi à l'allaitement, parce que c'était quelque chose où je trouvais on avait beaucoup de questions une fois qu'on rentrait à la maison. Alors oui, on a bien sûr notre sage-femme ou des consultantes en lactation. Moi, je ne suis pas consultante en lactation, c'est juste une formation pour me dire, OK, là, peut-être qu'il faudrait demander à une consultante en lactation et trouver les limites. Et en même temps, souvent, mais très, très souvent, c'est aussi chaque allaitement est différent. Donc, c'est aussi beaucoup d'avoir confiance en soi, en son bébé et de valider ou pas avec la maman, en fait, qu'est-ce qui est OK pour elle. Parce que pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel et de ressenti derrière l'allaitement. Et voilà, c'est plus aussi ça. Mais je voulais vraiment au début, j'ai vraiment au début proposé que l'accompagnement. Parce que pour moi, c'est vraiment le cœur. Oui. Et il y a des accompagnements où je ne vais pas forcément avoir besoin de proposer de l'accompagnement sur de la nutrition. Si ça ne parle pas à la personne, bah, on n'en parle pas. Hein, mais voilà, c'est vraiment Vraiment en fonction du besoin, en fait, de la personne, quoi. c'est ça. Mais c'est vraiment partie aussi du vécu. En fait, une fois qu'on est sur le terrain, on se rend Ouais. compte qu'il y a des fois aussi beaucoup de mamans qui peuvent être euh, beaucoup dans l'analyse, pourquoi je vis ceci, et qui redescendent jamais dans leur corps, en fait. Ouais. Et de aussi leur proposer des outils pour à un moment donné dire bah, là, on prend un temps Mmh. par la respiration, le yoga ou par le l'EFT qui aide beaucoup. Et puis après, je me suis formée aux soins rituels Rebozo. C'est les seules voilà, formations que j'ai faites parce que c'était pour moi un beau moyen de célébrer les femmes, Mmh. notamment en postpartum, mais pas que. Et du coup, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Mmh. Et comment tu as fait pour trouver tes formations, tes différentes formations, pour les trouver, savoir ce que ça vaut, entre guillemets? Souvent, c'est la question qu'on se pose, c'est: «Tiens, il y a cette formation-là, mais qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce que ça va me parler? Est-ce que ça va me correspondre?» Comment tu as trouvé tes formations? Comment tu les as financées? Et comment tu t'es organisée, en fait, pour tout l'aspect formation, finalement? Mmh. Alors pour ma formation doula, moi j'ai fait donc c'est un coaching de la Doula Tribe où du coup on était une quinzaine de femmes à se rencontrer. C'était tous les 15 jours du coup en visio et on a eu une séance en présentiel. Et donc c'était pendant 4 mois, donc 5 mois même, de septembre à mars. Et donc du coup ça m'a créé beaucoup de connexions avec des personnes. Ça m'a permis de dire bah, en fait
j'ai pas besoin de faire toutes les formations, possibles et imaginables, parce Mmh. qu'en fait, on a déjà tout en soi quand on se concentre sur l'écoute. Donc c'était beaucoup plus, apprendre et mettre en pratique justement cette posture d'écoute et de présence, sans jugement. Parce que notre façon des fois de poser des questions peut orienter des réponses, donc c'était assez subtil et donc c'était très, très, poussé sur ça. Beaucoup aussi sur du développement personnel, c'est-à-dire sur nous, de trouver notre équilibre et ça j'ai trouvé mais essentiel en fait de faire ça parce que de nouveau je repartais dans un métier du care, donc encore une fois soigner les autres, être à l'écoute des autres et je me suis dit: «Mais je veux plus m'y perdre comme j'ai pu, l'être en tant qu'infirmière» et donc du coup ça m'a donné beaucoup aussi de clés. Ça m'a autorisée aussi à prendre soin de moi si je voulais faire ce métier-là, de me dire qu'en fait je pourrais proposer que des soins de qualité si moi-même je suis rechargée et complètement équilibrée en fait. Donc du coup ça m'aide beaucoup aussi, par rapport à ça. Et en fait, les formations, par exemple, du soin rituel Rebozo, bah, c'est une amie que j'ai rencontrée dans la Doula Tribe qui m'a dit: «Mais moi, je cherche depuis, des mois et des mois» et du coup, c'est elle qui m'a proposé, la personne et tout de suite, quand j'ai rencontré cette personne, ça m'a parlé et c'est aussi beaucoup des choix de cœur, en fait. C'est de personne à personne. Je trouve que c'était ça aussi, pour choisir mes formations, d'être que sur internet, ça me parlait tellement pas que je Mmh. préférais pas le faire et puis tout compte fait, un jour, c'est le moment, il y a tout qui qui se met en place pour le faire et puis, bah, voilà, c'est parti, on y va. Mais en tout cas, ne pas forcément se précipiter sur des formations parce que c'est vrai que c'est pas forcément essentiel, en fait, hein, c'est pas le plus important, dans le métier de doula. Mmh. Mmh. Et du coup, c'est que des financements perso, du coup, pour tes formations? Alors non, pour ma formation en micronutrition, alors ça, je l'avais fait avant doula, tellement ça me passionnait la je m'étais beaucoup renseignée sur la naturopathie aussi avant de me Mmh. reconvertir. Et du coup, cette formation, elle m'avait été conseillée, par une personne que je vois moi-même en micronutrition pour moi, pour ma santé. Et du coup, j'ai eu, l'opportunité de la faire financer par Pôle emploi. J'avais OK. fait une demande, on m'avait dit en fait, quand j'ai contacté le centre de formation, ils m'ont dit: «Bah, si vous voulez, on peut faire une demande auprès de Pôle emploi». C'est eux qui se sont mis en lien avec Pôle emploi, comme OK. c'était dans le cadre d'une reconversion et ils m'ont dit: «Non, non, mais pas de souci». Trop Donc bien. voilà et notamment, c'était, des profils de professions paramédicales. J'étais avec d'autres personnes, c'était toutes déjà avec des formations, paramédicales, ouais. OK. OK. Mmh. Ah, c'est top. Ça vaut le coup de tenter, en fait, ça vaut le coup de le savoir que ça existe, ça vaut le coup de tenter, je trouve, de se faire financer des formations comme ça. Au pire, bah, tu finances en perso, mais c'est vrai Mmh. que c'est top si tu pu le faire. Et d'où là, par contre, tu en perso pour le coup, Ouais, 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 d'où là, c'était complètement perso, ouais. Bah, de toute façon, je me suis dit, c'est pas du tout reconnu donc ça sera en fait, on demande beaucoup d'autorisation, de certification pour pouvoir valider des formations donc là, je me suis pas, trop posé de questions et encore une fois, pareil, c'était, dans ma vie professionnelle, c'était le moment et puis voilà, cette formation commençait à ce moment-là et bah, je me suis dit: «C'est que ça devait être celle-là aussi» parce que pareil, il y a tellement de formations de doula aussi, hein, oui, faut vraiment aussi, voir ce qui nous attire le plus, qu'est-ce qui va nous correspondre en fait, ouais, c'est mmh canon. mh. Et là, du coup, c'est quoi ton rythme? C'est quoi? Tu es à 100 du coup pour ton activité de doula. C'est quoi tes journées types, tes semaines types, dans ta vie actuelle? Alors moi, bah, là, c'est le tout début, donc il y a un gros travail encore de communication. Alors d'autant plus que je suis, à la campagne et donc pas dans des grandes villes où ça peut être déjà un peu plus, présent, comme habitude en fait auprès des femmes. Mais du coup, c'est important pour moi en fait de le proposer, bah, justement à toutes les femmes en fait, qu'il y ait pas de désert en fait, on va dire, où les mamans n'auraient pas accès en fait à ce genre de service. Parce que du coup, c'est des services qui se passent à domicile, donc j'essaye d'être quand même dans un périmètre assez, proche. Ouais. Et pour l'instant, je ne me suis pas encore ouvert à la visio. Je suis très, j'aime beaucoup en fait ce contact d'aller, chez les personnes dans leur intimité, et de proposer un soutien vraiment, directement. Et donc du coup les semaines types, ben, c'est vrai que c'est pour l'instant, c'est en fonction des accompagnements que j'ai avec les mamans. C'est elles qui enfin voilà, moi je donne le plus large possible de possibilités. Et après en fait pour le soin rituel Rebozo, du coup je travaille avec une autre, personne parce que ça se fait à 2. On a 2 femmes pour la prestation et du coup on se bloque une journée et souvent on se bloque le lundi par exemple et on donne nos dates pour que ce soit plus simple, dans les plannings de chacune parce que sinon c'est pas évident,
à organiser. Mmh. Donc voilà, et après, en fait, dès que j'ai du temps libre, j'essaye toutes les semaines de me faire un programme de ce que je dois faire pour tout le côté communication, Ouais. faire mes cartes de visite, rentrer en communication avec des professionnels ou des personnes avec qui on peut créer du réseau, parce que c'est hyper important pour moi de connaître tous les autres professionnels du secteur, en fait, pour travailler ensemble et se dire, bah là, c'est pas du tout mon domaine de compétences. Est-ce que je peux t'orienter une personne, voilà. Donc Mmh. vraiment ça. Et puis après, de toujours travailler sur qu'est-ce que je peux proposer, enfin, vraiment approfondir un petit peu mes connaissances aussi. Donc voilà, c'est pas. Canon. Tu peux nous dire un peu où tu te situes pour les femmes qui nous écoutent, les futures mamans éventuellement? Tu es dans quelle ville et quelles sont les villes, enfin les petits villages avoisinants que tu es susceptible d'aller voir? Ouais, alors bah moi je suis sur un petit village qui s'appelle Winzel, donc c'est dans les monts de Flandre, donc du coup c'est entre Lille et Dunkerque. Et du coup je propose jusqu'à 30 kilomètres autour. Parce qu'il y a quelques doulas quand même sur le Dunkerquois et quand même plusieurs doulas sur la métropole lilloise. Donc voilà, moi je sillonne autour. Donc il y a la ville de Bailleul, Hazebrouck, Warmouth, Armentières, enfin voilà, ce secteur-là à peu près. Et pour les soins rituels Rebozo, du coup, on est plusieurs. Et donc là, par contre, je me déplace aussi sur l'île pour les personnes qu'elles ont en contact sur l'île, par exemple. Et du coup, on travaille ensemble. OK, top. Bon, s'il y a des futures mamans ou des jeunes mamans qui nous écoutent comme ça, elles sauront où Oui, tu te situes. De toute façon, je mettrai en dessous je mettrai le lien vers ton Instagram, Pauline, pour qu'elle puisse oui. t'écouter. Tu as un site internet aussi, Pauline, ou pas Bah là, encore? voilà, je suis en train de le terminer parce que du coup, les prestations avaient évolué. Donc là, mon conjoint m'aide aussi pour ça parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence pour le coup. Et voilà, du coup, j'étais aussi très contente de proposer ça parce que c'est un moyen aussi d'être visible. C'est vrai que Instagram, ça permet de beaucoup communiquer sur ce que c'est ce métier-là et qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce que ça va apporter aux parents, parce que c'est sûr qu'on a besoin de comprendre ce que aussi ça peut nous apporter. Et puis du coup d'avoir une vitrine en fait, hein, de proposer toutes les prestations sur ce site. Mm. Ce qu'on peut préciser aussi peut-être pour celles qui nous écoutent, c'est que donc doula, c'est un métier qui se fait à 100% en libéral, à ton compte, on est d'accord? Il n'y a pas En de, auto-entreprise, ouais. il y a pas de, il y a pas de libéral, il y a pas de salarié doula. Non. Du coup, voilà, il y a une partie, comme tu disais, d'indépendant, donc il faut aussi avoir ça en tête, que c'est pas juste toute l'éclate du métier de doula. Il y a aussi la partie, bah voilà, faut se faire connaître, Mm. faut prospecter, faut faire un peu de communication, etc. Après, comme tu disais, bah, tu peux te faire aider là-dessus, hein. Pour le coup, c'est vrai on est rarement calé là-dedans en tant qu'infirmière, donc on a une marge de progression, mais on peut se faire accompagner pour une création de site, pour une création d'entreprise, etc. Mm. Donc, voilà, je pense que ça, fallait le. Bah, moi, justement, je me suis rapprochée de la BGE. Alors, Ouais. moi, c'est au niveau départemental ou de la région. En fait, ils proposent des aides, donc c'est gratuit. Et ça permet de mettre en route une auto-entreprise, donc sur tout le côté administratif. Et on a un conseiller, donc on participe à des ateliers pour, par exemple, démarrer son activité. Après, on peut avoir des ateliers pour développer la communication. Moi, j'ai été un petit peu pénalisée parce que mon CPF n'a pas été débloqué à ma démission de la fonction publique. Donc, du coup, j'ai pas pu bénéficier voilà, d'ateliers qui étaient payants. Bon, après, j'aurais pu le financer moi-même si je ressentais le besoin, hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas fait certains ateliers. Mais on a quand même un super suivi. Là, j'ai mon conseiller, je l'ai revu la semaine dernière en visio. Ça se fait beaucoup en visio aussi, donc c'est vrai que c'est une liberté. Ça permet quand même d'être hyper facile à organiser. Et ça permet de relancer aussi des fois la motivation parce que c'est sûr que c'est pas linéaire, hein, quand on est auto-entrepreneur. Et comme tu le dis, on n'est pas forcément. En tout cas, moi, je suis pas du tout l'âme d'une auto-entrepreneur. C'était pas du tout le but en Ouais. soi d'entreprendre. C'est juste le moyen en fait de faire ce que j'aime. Mais ça permet en fait, voilà, parce que de s'organiser quand on a toujours été salarié, même si on est en libéral, bah voilà, on a quand même un planning, on sait ce qu'on fait. Enfin, que là, en fait, c'est quand même un peu tout nouveau pour moi d'avoir
comment s'organiser. On a d'un côté, on a beaucoup de liberté, mais en fait, il faut pouvoir trouver comment trouver notre planning qui est en fonction de l'activité, Ouais, en fait, quoi. ouais, Et ouais. donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est assez nouveau pour moi, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il n'y a pas de salariat, mais par contre, pour l'accompagnement à domicile, c'est du soutien, en fait, à la personne. Et donc, on peut proposer le CESU, en fait. Les familles peuvent nous financer en CESU. Donc, du coup, c'est du salariat, on a un salaire, quoi. Ouais, 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 ok. Mm. Ok, bah c'est canon. Est-ce que tu voudrais, Pauline, pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent la question de devenir doula, mais qui ont encore un peu de doute sur leur projet, est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu le déclic? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, c'est vraiment pour moi ce métier? Tu vois, comment tu l'expliquerais ça avec tes mots à toi? Que tu as la bonne place, en fait, que tu as trouvé ta place. Maintenant, je le sais. C'est vrai qu'au tout début, il y avait encore beaucoup de doutes. Il y a beaucoup ce syndrome de l'imposteur, le côté légitimité, en fait. Donc, ça m'a mis vraiment quand même quelques mois pour me sentir vraiment à ma place, ne plus avoir des doutes et continuer à regarder les annonces infirmières, en fait, dès que j'avais fini ma journée. Mm. Mais, euh, mais en fait, non, maintenant, je me sens vraiment à ma place. J'ai dû, en fait, casser des idées que je pouvais avoir sur mon rapport à l'argent, qu'est-ce que c'était pour moi, en fait, être en sécurité dans ma vie professionnelle. Donc, tout ça, j'ai dû vraiment travailler sur ça. Mm. Et ben, en fait, dans le burn-out, je me suis tellement malmenée, en fait, et tellement pas respectée, justement, sur mes valeurs, que j'ai eu besoin que ce soit tout le temps, en fait, présent maintenant, tu vois. Je pouvais plus me dire, bah là, en fait, tant pis. D'ailleurs, pour lancer ce projet, j'avais repris un poste dans une petite structure près de chez moi de soins de rééducation et de convalescence en nuit. Et très vite, bon, au début, ça va, hein, mais très vite, je reprenais un peu ce système où je m'épuisais, ça me correspondait plus. Et puis, en fait, du coup, j'étais pas du tout épanouie, hein. Donc, en fait, ça m'a rappelé aussi de me dire, bon, allez, fonce. J'avais vraiment cette sensation physique que j'étais au pied du mur et que je pouvais plus reculer, mais je savais pas encore où j'allais mettre le premier pied. Et ce côté un peu saut dans le vide, hein, où forcément, on est un peu dans notre zone d'inconfort, mais tout de suite, c'est conforté. Dès qu'on a des premiers accompagnements, bah, ma place, elle y est là, quoi. En fait, je dirais même que enfin, je suis moi-même, en fait. Enfin, je ne dois pas jouer un rôle. Et c'est vraiment ça qui est hyper chouette, quoi. De se sentir, bah, pas vraiment travailler, même, en fait. C'est vraiment mon essence même de se dire, bah, OK, en fait, mon écoute, bah, pour moi, c'est pas un effort, en fait, d'être empathique, enfin, voilà, vraiment pas. Mais c'était de retrouver cet équilibre, de pas prendre à cœur, parce qu'à l'hôpital, en fait, j'avais dépassé et forcément, je Ouais. ne trouvais pas mon équilibre, donc d'avoir toujours ça en tête. Mm. En fait, tu te dis, tu es parfaitement à ta place parce que en fait, tu n'as pas l'impression de travailler. En fait, tu fais non seulement ce que tu aimes, mais surtout ce qui est facile pour toi, entre guillemets. Mm. Donc, c'est là où tu te dis, en fait, j'ai trouvé ma juste place. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été linéaire. Comme tu dis, tu as eu Non, plusieurs ouais. étapes, tu es reparti bosser, tu t'es arrêté, tu te dis, c'est fini l'hôpital. Tu as fait aussi en structure privée et tu t'es rendu compte Mm. vraiment. C'est Euh, partout, pour moi, c'était partout la même problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut des fois changer et se dire, bah, ce sera peut-être mieux ailleurs, là, ce sera une plus petite structure, là, ce sera d'autres patients, d'autres pathologies, mais en fait, les problèmes sont les mêmes un peu partout. Et puis moi, de toute façon, il y avait quelque chose qui était cassé, en fait. J'avais fait, entre guillemets, un peu quand même le deuil de ce profil de poste-là, en fait. Et voilà, mais c'est vrai qu'après, à domicile, c'est sûr que, par exemple, quand on voit les mamans, c'est de nouveau un contexte où c'est pas toujours facile. Mais en fait, de se dire qu'on est assez, en fait. On propose déjà quelque chose et de se dire, bah voilà, de toute façon, je ne suis pas le super-héros, je ne vais pas changer leur vie, hein, je suis là quelques heures, mais ça vient déjà adoucir les choses. Et c'est aussi de travailler sur cette étiquette-là, hein, du super-héros qui veut... enfin, la cape du super-héros qu'on peut avoir en tant qu'infirmière, c'est de travailler sur ça aussi beaucoup. Moi, j'ai eu besoin aussi. Et de se dire que voilà, c'est déjà ça, et moi, je propose ça, et puis c'est déjà bien. Et puis après, moi, ça m'a aussi enlevé un poids, le côté très médical où je me disais, j'ai pas droit à l'erreur. Ça poussait en fait mon côté perfectionniste ouais. encore plus en fait. Et je me sentais jamais assez, je me sentais jamais savoir tout.
Alors qu'en fait, on ne nous demande pas ça, hein, mais je ressentais quand même qu'il y avait un peu plus cette pression-là quand j'étais dans les services médicaux. Ouais. Ça ressort beaucoup pour les infirmières qui quittent justement le métier, enfin pas forcément le métier, mais le côté en tout cas urgence vitale, ça ressort beaucoup le côté là enfin j'ai plus voilà, des vies entre les mains, j'ai plus ce côté t'as pas le droit à l'erreur, sinon vraiment il va y avoir des conséquences qui seront très stressantes pour moi et ça revient beaucoup ça, c'est vrai que c'est agréable de te dire je peux fermer mon bureau ou fermer la porte de mon cabinet entre guillemets et en fait voilà ça va le faire. C'est ça. Je vais bien C'est ça, dormir. mais après, je m'y retrouve complètement parce que pour moi, il n'y a vraiment pas que ça. Je trouvais qu'à l'hôpital, on considérait que les problèmes physiques, les symptômes physiques, mais il n'y avait pas de place pour tout le reste. Et pour moi, j'ai l'impression que ça permet d'éviter plein de symptômes physiques si on prend le temps en fait d'écouter et d'entendre en fait les émotions qui peuvent se bloquer et créer des problèmes justement quoi. Oui, et là, tu te sens aligné parce que tu ne prends pas que soin du physique, mais tu prends vraiment soin de manière complètement holistique. En fait. Global, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, dans toute sa globalité. Ce qu'on nous apprend à l'école d'infirmière, ce qu'on nous dit de faire, mais que finalement, sur le terrain, on ne fait pas. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est prenez en charge la globalité du patient, mais concrètement, tu n'as pas le temps en fait, de le prendre en charge globalement. Donc, donc je pense que tu te sens plus aligné maintenant à te dire maintenant, je prends vraiment en charge dans toute son entièreté finalement la C'est personne. ça. Ouais, c'est ça. C'était très important. Ouais. Moi, c'est canon. Merci, Pauline. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier petit conseil pour la fin, voilà, pour les infirmières qui nous écoutent, pour la Pauline d'il y a 2 ans que tu aurais aimé, que t'aurais aimé entendre à la fin de ce podcast? Bah, je dirais d'écouter en fait ce que notre corps nous dit en fait hein, quand on est épuisé, en fait, il y a notre corps qui nous donne des messages. Quand on est irritable, quand on ne se reconnaît plus, en fait, bah, c'est notre corps qui nous dit bah là, tu n'es plus à la bonne place, en fait. Et donc, en fait, essayer de ne pas s'accrocher à ça parce que c'est dur, c'est difficile, ça fait souffrir, nous, notre entourage. Et du coup, c'est hyper important de s'écouter et de se dire, bah oui, bah là, c'est plus ma place aujourd'hui et du coup, j'ai besoin d'autre chose et bah allez, j'y vais. Et d'être accompagné parce que c'est sûr que c'est difficile. Euh, on vit des choses qui sont pas faciles et des fois même on peut avoir même des traumatismes aussi en tant qu'infirmière. Il y a des moments très difficiles qui peuvent être vécus où c'est sous-estimé et pas vraiment pris en compte. Et donc du coup là c'est important je pense d'être accompagné, de libérer la parole, d'oser en fait l'exprimer. Voilà. Et puis et c'est des fois des périodes inconfortables mais d'être accompagné, c'est pareil, ça permet d'adoucir un petit peu le vécu et de ne pas rester seul à vivre ça. Il y aura toujours en fait des choses qu'on entendra. On peut avoir j'entends beaucoup cette idée des générations plus âgées qui vont dire ah bah de toute façon ces jeunes ils ont la bougeotte, ils vont dans tout, ils changent tout le temps de métier, ils sont jamais bien nulle part. Ils savent pas ce que c'est, ils ont un boulot hyper sécure en tant qu'infirmière, fonctionnaire, voilà. Et en fait, bah non, si c'est plus ce qui nous convient, on n'est plus à la même époque qu'eux, c'est pas le même contexte, c'est pas la même vie. Et en fait, libérons-nous de tout ça et soyons juste à l'écoute de nous-mêmes, quoi. Merci. Merci Pauline pour ce mot de la fin. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Je pense que tu as amené énormément de contenu pour celles qui nous écoutent et qui se posent des questions dans la reconversion ou voilà, qui se posent des questions sur le métier de doula. Donc, vraiment un immense merci, Pauline. Et comme je disais du coup un peu tout à l'heure, je mettrai de toute façon le lien vers ton Instagram et puis ton site quand quand il sera prêt. Donc, voilà. Bah, encore un immense merci, Pauline. Et Merci à toi. merci du tout. Puis belle continuation du coup dans ta vie pro, dans ton métier de doula. Et puis, bah, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Salut Pauline. Merci à toi, Charlotte. Bonne journée.